l'attention. Faire attention, attirer l'attention, ne pas faire attention. Attention! Cela veut dire que pour un physiologiste ou un spécialiste de la cognition, ce terme au singulier contient, recèle en réalité des mécanismes, pardonnez le terme réductionniste, des postures, des contenus culturels extraordinairement différents. Et c'est ce qui arrive à tous les concepts au singulier, la mémoire, l'identité, la conscience. Et par conséquent, lorsque on s'intéresse au concept d'attention dans des mondes numériques ou dans des relations finalement entre un individu ou le cerveau avec un univers numérique, puisque c'est le sujet, il est important d'essayer de voir dans quelle mesure ce que nous pouvons savoir sur les processus mentaux, disons, qui sous-tendent cette attention qui recèle des mécanismes et des réalités différentes, comment ces différents niveaux ou ces différents aspects sont mis en jeu. Alors un tout petit rappel général. Par exemple, on distingue plusieurs catégories d'attention. Il y a l'attention focalisée, l'attention retardée, l'attention partagée. La physiologie et la psychologie et les sciences cognitives, comme d'ailleurs les pathologies de l'attention, ont montré qu'il y a des mécanismes dans le cerveau très très différents en fonction de ces types très particulier d'attention. Autrement dit, on ne peut pas parler d'attention. Ma première proposition, c'est d'emblée de donner à ce concept une réalité plurielle. Cette réalité plurielle, elle est apparue au cours de l'évolution, puisque notre cerveau d'homme, pas seulement de primate mais d'homme, en fait est le résultat d'une accumulation au fil des âges, d'attitudes, de fonctions de l'attention très différentes. Pour un insecte, pour un singe ou pour un lézard, faire attention, l'attention est toujours très différente. Par exemple, il y a une fonction essentielle, c'est la capacité d'aller détecter un objet qui arrive dans le champ et auquel il faut réagir. C'est-à-dire qu'à Roland-Garros, lorsque le joueur doit attraper un service ou attraper une balle, eh bien, l'attention qu'il peut porter à cette balle ou au comportement du joueur en face de lui est en fait le résultat d'une superposition de mécanismes dont certains sont très automatiques et très rapides, qui font intervenir, par exemple, dans le cerveau, pardonnez la physiologie, des structures comme le colliculus supérieur, c'est-à-dire une structure que nous avons à l'intérieur du cerveau qui est une espèce de rétine interne vers laquelle les images, qu'elles soient d'un objet ou qu'elles soient sur un écran, sont immédiatement transmises et qui déclenchent des orientations de l'attention. Si tout d'un coup ici apparaît une main, comme ma main est apparue dans le champ, dans cette structure sous-corticale, immédiatement, un réflexe, disons, une réaction va porter mon regard vers ma main qui apparaît. Donc il y a des mécanismes comme ça très automatiques qui ne peuvent pas ne pas être aussi mis en jeu lorsqu'un sujet est dans un contexte, qu'il se soit de réalité virtuelle ou d'écran ou dans une installation plus sophistiquée. Et puis, il y a superposé à cela des mécanismes qui, au lieu d'être simplement des réactions attentionnelles, sont des réactions par lesquelles le sujet a décidé, en quelque sorte, de porter l'attention vers quelque chose. Ça n'est pas une réaction, c'est une intention
d'aller porter son regard, mais son capacité d'analyse vers un point, un lieu, une image, ou même dans l'image, et ça c'est le propre de l'homme en particulier, vers l'aspect symbolique d'une information qui est dans l'image. Donc, superposé à des mécanismes très élémentaires, il y a toute une couche, des couches successives, des niveaux, disons, de mécanismes attentionnels qui nous permettent d'aller analyser le monde et choisir. C'est-à-dire que tout ne se résout pas simplement, par exemple, à des mouvements des yeux. Souvent, on assimile l'attention à des déplacements du regard, comme mes yeux en ce moment. Je peux regarder et faire attention à ce qui se passe en l'air, ou en bas, ou à gauche, ou à droite. Nous avons montré d'ailleurs, et c'était des travaux de l'école russe dans les années 50, qu'on peut très bien prêter attention tout en fixant un point, comme je le fais en ce moment, puisque je porte attention au centre de la caméra, comme je porterai attention dans un écran au centre de l'écran, à un objet fixe, mais je peux en même temps balayer avec mon attention ce qui se passe à la périphérie. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de prêter attention à ce qui se passe à différents points de mon champ visuel périphérique. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça suppose la mise en jeu dans notre cerveau de mécanismes qui ne sont pas des mécanismes qui contrôlent des mouvements, mais des mécanismes qui font intervenir aussi la comparaison entre ce qu'il y a dans le monde et des images, je dirais, ou des hypothèses que fait mon cerveau sur ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire si par exemple je suppose qu'il y a un dragon à la droite de cette caméra, eh bien je vais éventuellement prêter attention tout en regardant le centre de la caméra, mais avec une attitude ou une préparation corporelle ou une qualité de mon analyse périphérique qui sera extrêmement différent de ce qui, par exemple, de ce qui se passera si je pense qu'il y a un gâteau au chocolat ou une très très aimable jeune femme, etc. Donc cette manipulation de l'attention par notre cerveau dans ces mondes, dans des images déjà fixes, met en jeu des coopérations extraordinairement riches entre des structures dans notre cerveau qui vont traiter les contenus perceptifs à différents niveaux, mais aussi les contenus symboliques et, c'est ça qui est important, les comparer avec la mémoire et l'intention. Parce que la perception n'est jamais une analyse uniquement de ce qu'il y a dans le monde, elle est toujours une comparaison entre la projection vers le monde de ce que je fais, de mes hypothèses qu'il y a sur le monde, il y a toute une série d'illusions qui montrent ça, et ce qui vient. Le cerveau est un comparateur. Donc, dans les mondes numériques, comme dans la vraie vie, en fait, il faut bien prendre en compte le fait que ce concept d'attention révèle des mécanismes, les uns très très automatiques, mais les autres qui résultent de ce jeu permanent de comparaison entre mes intentions, ce que je cherche dans le monde. Et ce qui est passionnant aujourd'hui dans les neurosciences, c'est qu'on arrive à comprendre à peu près quels sont les différents réseaux du cerveau qui sont impliqués dans tout cela. Par exemple, nous savons que l'image est projetée sur le cortex visuel, mais aussi, comme je l'ai dit, sur le colliculus supérieur pour détecter en particulier des mouvements, nous reviendrons là-dessus. Mais l'image est aussi projetée sur une structure qui s'appelle l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales ici, c'est une structure qui attribue dans l'image immédiatement une valeur. C'est-à-dire qu'une image projetée sur un écran ou dans un monde virtuel est immédiatement le cerveau lui attribue immédiatement une valeur. Bonne, mauvaise, dangereuse, favorable, etc. Et ça, c'est traité dans un système qui appartient au système dit limbique,
c'est-à-dire le cerveau des émotions, qui est tout à fait au fond et qui culmine ici, dans une zone orbitofrontale, d'où elle est aussi évaluée, et qui permet au cerveau d'aller comparer cette évaluation de l'image avec l'évaluation cognitive qui est faite par les structures qui vont du cortex pariétal vers le cortex frontal. Autrement dit, l'attention non seulement implique des mécanismes très automatiques de mouvement, etc., des mécanismes très sophistiqués qui font intervenir le cortex, l'hippocampe, etc., la mémoire, mais en même temps, l'émotion qui va faire un arbitrage, en quelque sorte, par ce cerveau limbique, qui d'ailleurs fait intervenir des mécanismes chimiques aussi, un arbitrage entre ce qui dans le monde mérite l'attention ou non. La présence. J'avais promis d'être présent aujourd'hui. Il a une très forte présence. Il se comporte comme s'il n'était pas présent, enfin l'absence, le dialogue présent. Encore une fois, le concept de présence est un concept au singulier qu'il faut reconsidérer avec l'idée qu'il recèle vraisemblablement des fonctions, des mécanismes, des symboles, des significations très variées. Donc pour moi, ce concept dont je constate qu'il est utilisé dans la littérature des mondes numériques comme si c'était un concept susceptible d'être mesuré, d'être décrit, d'être simulé, est un concept sur lequel il faut d'abord qu'on discute pour essayer non pas de le disséquer, ça ferait trop réductionniste, physiologique, mais d'en comprendre éventuellement les différentes facettes ou les différentes apparitions, disons. Alors, moi j'ai l'impression qu'il faut pour cela, encore une fois, peut-être se placer dans une perspective de l'évolution. Lorsque un animal vit et a interféré avec le monde, il a toujours à mettre en jeu des mécanismes de la relation sociale. Et au fond, le concept de présence est un concept qui n'est jamais un concept, comme disent mes amis solipsistes, du sujet seul. Au fond, il implique qu'il y a quelqu'un qui est présent dans un monde dans lequel quelqu'un d'autre estime qu'il est présent. Soit que dans un monde virtuel, un avatar que je vois, j'ai l'impression qu'il est très présent, ambiguïté du terme, soit que je vois mon image prise par une Kinect et projetée par mes amis les grands spécialistes, Étienne Périni, Étienne Amato, et je me vois en train de voler mon double, et que je me sens intégré, donc c'est plutôt le problème d'insertion dans le monde. Donc au fond, pour moi, le concept de présence est toujours un concept d'interaction. Donc dans l'évolution, il faut aller regarder comment ça se traduisait. On peut là regarder des mécanismes comme par exemple les mécanismes du système miroir, du fameux système miroir, c'est-à-dire ces neurones qui ont été découverts par Isolati, qui sont dans le cortex frontal ici, et qui sont tels que si je fais ça, ces neurones s'activent, c'est des neurones qui commandent le mouvement, mais en même temps, chez vous, l'interlocuteur, les mêmes neurones vont s'activer comme si vous faisiez le même mouvement. C'est-à-dire que ces neurones, ces circuits, dont on pensait à l'origine qu'ils étaient des circuits qui contrôlaient une action, un mouvement. Et bien sûr, il y a une relation avec la question de l'agentivité et de l'agentivité.
Ces circuits sont des circuits qui sont là pour, en quelque sorte, permettre de prédire les intentions et les actions de l'autre. C'est-à-dire c'est déjà des formes essentielles, peut-être, de ce que peut être la perception d'une présence. C'est-à-dire que si je vois un avatar de moi-même dans un monde virtuel, et que, comme je crois, c'est dans la littérature, j'essaye de me convaincre que je suis présent dans l'avatar, ou que je suis moi-même en train de vivre dans l'avatar, dans le monde virtuel, vraisemblablement, ces mécanismes très élémentaires, très anciens, qui permettent de coder l'action, en quelque sorte, quelle que soit la façon dont l'action est codée, qu'elle soit codée dans mon cerveau par des neurones qui vont contrôler des muscles, ou qu'elle soit codée sur une image, comme dit Étienne Pérenny, simplement par des pixels. Eh bien, notre cerveau dispose depuis toujours de mécanismes qui permettent d'identifier cette action comme étant la mienne, c'est-à-dire de me donner une présence. Et là, on va retomber sur l'agentivité tout à l'heure. Mais il y a sans doute des niveaux plus importants qui relèvent peut-être à ce moment-là de la question de l'identité. Et ça, vous me stimulez parce que je n'y ai pas réfléchi avant cette interview. Donc, on va réfléchir tout. Parce qu'il est possible que je me sentirai présent dans le monde numérique si j'ai de mon identité dans mon cerveau une simulation par représentation, déjà une image, une simulation telle qu'elle peut être transférée et codée aussi dans le monde de l'image. Et ça, c'est un défi sur lequel je crois qu'aujourd'hui, personne n'a vraiment la réponse. C'est-à-dire, je ne crois pas aujourd'hui que nous ayons vraiment les données neurobiologiques pour comprendre comment dans notre cerveau, nous pouvons nous percevoir comme vraiment présents dans quelque chose qui, après tout, n'est que des pixels. Alors, il y a des pistes. Une piste, par exemple, est donnée par ces mécanismes, ces phénomènes, qui ont été décrits par les neurologues et les neuropsychologues depuis très longtemps, qui sont les phénomènes dits d'autoscopie et autoscopie, sortis du corps, qui sont des mécanismes, des phénomènes pathologiques, mais qui sont aussi des phénomènes de la vie de tous les jours. Après, tout le monde sait qu'après de très fortes fièvres, les sujets peuvent très bien avoir l'impression de se dédoubler. Lorsqu'on se réveille le matin, quelquefois, on peut avoir l'impression qu'on a un double de nous-mêmes. Et puis, les alpinistes qui ont fait l'Everest, par exemple, ou l'Himalaya, ont souvent montré qu'avec un peu d'anoxie, ils avaient quelquefois cette perception d'être en train d'atteindre le sommet, alors qu'en fait, ils en étaient à 100 mètres. Et donc, ces phénomènes-là sont pertinents pour la question de la présence, parce qu'au fond, le sujet se sent présent dans son double, quelle que soit la manifestation. Et en plus, cette question a été décrite dans la littérature depuis Gilgamesh, qui avait un double, jusqu'à Dostoïevski, et toute la littérature est pleine de ce qui a toujours été perçu dans la littérature comme une présence en quelque sorte de soi. Et c'est évidemment la question qui est posée par le roman, par la relation entre le lecteur et les personnages. Donc il y a là peut-être des pistes qui sont extrêmement intéressantes et que fournissent la neurologie. Autrement dit, cette question de la présence aujourd'hui dans les mondes virtuels et des questions qui sont posées par nos collègues des mondes virtuels, c'est-à-dire pour assurer la présence, faut-il mieux faire des mondes les plus réalistes possibles ou les plus symboliques possibles, ou jusqu'à quel point de réalisme, de symbolique pourront aller pour quand même se sentir
Nous avons fait un travail avec la régie Renault, c'est étonnant, sur la question de la confiance dans les GPS. La question qui a été posée par l'ingénieur qui est venu nous voir sur la confiance, c'était est-ce qu'il faut que dans le GPS, on reproduise le monde de façon très réaliste, ou est-ce qu'il suffit de façon d'avoir une représentation symbolique? C'est notre expérience de tous les jours. Toutes ces questions-là posent la question de la présence, et il y a un très beau chantier là d'interface expérimentale, théorique, conceptuelle, qui correspond d'ailleurs au dialogue que nous avons en ce moment avec des équipes comme celle d'Étienne Pérenny et Étienne Armand et d'autres spécialistes de ce domaine. Quand on se fiance, on s'engage. On s'engage avec un prêt financier. On s'engage dans une rue. On s'engage dans un dialogue. On s'engage dans un interview. Dans un rapport à distance avec un instrument numérique. Là, je me suis engagé avec non pas la caméra, mais la mémoire de la caméra. Avec le monde digital de la caméra. Et surtout tout ce qui va être après le dépouillement, l'interprétation par le système de ce que j'ai dit. Voilà. Donc on se trouve encore avec un concept au singulier dont il est intéressant pour un physiologiste ou psychologue ou spécialiste de neurosciences d'aller regarder la polysémie, mais surtout en quoi il fait intervenir des réalités très variées. Alors prenons la question de l'engagement avec la question de l'agir, l'action, puisque s'engager, c'est en fait implicitement l'action. Et moi, je fais partie des gens qui, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, essayent de remettre l'acte au fondement des opérations cognitives les plus sophistiquées. C'est-à-dire le grand dialogue qu'il y a, par exemple, entre la philosophie analytique qui met au premier plan la logique, les axiomes, le verbe, et la phénoménologie dans la filière Husserl, Merleau-Ponty, etc., qui met au premier plan le corps en acte, c'est-à-dire le corps engagé avec les théories de l'enaction, de Varela, etc., qui essaye de refonder en quelque sorte une étude de la relation avec le monde basée sur l'acte. Mais l'acte, c'est pas l'action, c'est plus. Dans mon livre Le sens du mouvement, j'ai cité en exergue la citation de Faust qui dit « Au début était le verbe », et puis il se reprend et il dit « Non, au début était la force ». Et il se reprend et il dit « Non, et au début était l'acte ». C'est pas l'action, parce que l'acte, c'est la combinaison d'un engagement, c'est-à-dire d'une intention d'agir, d'un contexte, d'une mémoire, et ça se manifeste par une action. Et moi, pour moi, l'engagement, c'est quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'agir au sens de la motricité. Quand en ce moment je m'engage dans le dialogue avec le monde numérique qui est cette caméra, en réalité, j'ai l'action de penser à ceux qui vont me regarder, m'écouter. J'établis un vrai dialogue avec une réalité qui est celle des spectateurs ou des gens qui vont engager un dialogue avec ce monde particulier qui est le monde numérique. Donc, pour moi, l'engagement, je le rapprocherai de cette différence entre l'action et l'acte,
dans la mesure où, pour résumer, l'engagement, c'est ajouter à l'agir l'ensemble du contexte de l'action, c'est-à-dire l'intention, voire toute la littérature sur l'action intentionnelle, et la mémoire, etc. Bien. Alors, ceci dit, l'engagement, ça vaudrait peut-être la peine aussi de le rapprocher un tout petit peu avec la notion d'attention. Parce qu'on me demande aujourd'hui de parler séparément d'attention, de présence et d'engagement, mais chez l'enfant, par exemple, qui m'intéresse beaucoup au cours du développement, le bébé commence par faire une chose qui s'appelle la désignation, pas la désignation, mais le pointage. Un bébé, il va faire quand il a envie de quelque chose. Et puis, à 1 an, il va pas faire simplement maman, il va désigner. C'est-à-dire qu'il va montrer à quelqu'un la chose. Il va dire oh, regarde. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est l'attention conjointe, mais c'est plus que l'attention conjointe. Jean-Denis de Gauss, le grand neurologue, a parlé de désignation. C'est-à-dire qu'il cherche à engager l'autre dans l'action perceptive. Et dans la petite expérience que j'ai pu avoir des mondes numériques, et quand même presque 30 ans, c'est extrêmement intéressant de voir ce jeu qui s'établit, soit de l'engagement vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde numérique, soit avec les autres partenaires, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur certains des projets qu'on fait, soit au sein même du monde numérique. C'est-à-dire de la capacité que nous avons, nous, adultes aujourd'hui dans le monde, et qu'ont sans doute les enfants qui passent 4 heures ou 5 heures dans les mondes numériques, d'aller comprendre les attentions conjointes et les engagements réciproques que les personnages, par exemple, ont dans ces mondes numériques. Donc je fais ce parallèle un petit peu entre action et acte sur cette notion d'engagement. Et puis, évidemment, il y a les risques. Parce que, comme vous le savez, quand il y a la guerre, on est engagé. Et l'engagement, il n'est pas forcément volontaire. Hein, nos grands-parents ont été engagés, pour certains, dans 2 guerres. Et on ne leur demandait pas leur avis. Donc l'engagement n'est pas forcément non plus un processus dans lequel on va chercher une action, une réponse. Mais ça peut être subi. Et là, moi, j'ai une inquiétude actuellement sur une possibilité que derrière ce mot d'engagement, il y ait une dimension qui serait intéressante à étudier du fait que lorsqu'on pratique un monde numérique pendant 5 heures par jour ou 4 heures par jour, comme d'ailleurs un de mes étudiants ingénieurs m'a dit qu'il faisait récemment, avec en plus, comme il me l'a dit, une dizaine d'avatars, j'ai bien dit une dizaine d'avatars de lui-même dans des jeux, il y ait un véritable engagement, c'est-à-dire il soit impliqué, embarqué, vous voyez ce que je veux dire, j'arrive aux frontières, dans des aventures dans lesquelles ils sont engagés au sens d'être entraînés, dans un engagement qui n'a pas nécessairement voulu. Donc ça pose tout le problème, encore une fois, de l'identité et de la liberté, en quelque sorte, que l'on peut conserver comme soi-même. Et là aussi, je pense que c'est pas seulement pour le faire la publicité, mais dans le livre que Armand Amato et Étienne Périgny ont écrit, il y a des choses extrêmement intéressantes sur les différents concepts
les différents types d'associations, de relations dans lesquelles l'engagement par l'action ou par l'agir dans les mondes numériques intervient. Alors les problématiques de l'attention, de la présence et de l'engagement sont extrêmement proches, au fond, des thèmes généraux d'un laboratoire de neurosciences cognitives comme celui que j'ai pu animer à la fois au CNRS et au Collège de France. Parce que l'objectif de ce domaine des neurosciences cognitives, c'est d'étudier des fonctions de perception, le maintien de l'équilibre, le geste, le partage, l'évitement, la mémoire des mouvements, la navigation spatiale dans une ville, etc. Et ces thèmes concernent tous, finalement, ces trois fonctions, ou ces trois propriétés, en quelque sorte, que sont les mécanismes attentionnels, les mécanismes par lesquels on est présent dans un environnement, dans un monde, ou les mécanismes dans lesquels on est engagé. Et vous remarquez que j'emploie le mot mécanisme, puisque notre métier, en quelque sorte, et notre approche, consiste justement à étudier les mécanismes dans une perspective au moins triple, qui est celle d'abord de comprendre le fonctionnement du cerveau au cours de l'évolution, deuxièmement de travailler avec les médecins sur les pathologies, pour essayer d'améliorer soit les symptômes, soit de guérir, ça c'est plus rare, et avec l'industrie pour la conception d'artefacts ou d'instruments, ou pour des problèmes de sécurité. Et là on rejoint les mondes virtuels dans tous ces domaines, puisque les mondes virtuels sont utilisés aussi bien pour comprendre le cerveau que pour aider les patients ou que pour l'industrie. Les méthodes qui sont employées pour cela sont des méthodes qui font appel donc à des spécialistes de neurosciences, de psychologie, on va voir dans le cerveau, de comportemental aussi. Et par conséquent, ces trois thèmes font bien partie des sujets pour lesquels l'approche de neurosciences cognitives peut contribuer dans un cadre interdisciplinaire, j'insiste encore un petit peu là-dessus, dans lequel on éclaire en quelque sorte une question qu'on se pose par des approches qui viennent de la neurobiologie animale, de la neurologie, même de l'expérience industrielle et de l'analyse du travail. Puisque une partie de mon activité, depuis une trentaine d'années, a été aussi concernée par le monde du travail, dans lequel ces questions-là sont essentielles. Comment peut-on étudier ce rôle, en quelque sorte, de l'agir humain, du corps réel, dans les mondes immersifs, par des approches comme celle des neurosciences? C'est bien ça la question. Eh bien, au fond, comme d'habitude, d'abord, ça peut paraître un peu surprenant en faisant une théorie. Alors c'est un peu surprenant parce que on est en train de parler du réel, on est en train de parler du corps, on est en train de parler des machines, on est en train de parler des pixels. Mais si la question qui est posée n'est pas une question d'application, mais une question de comprendre, il faut expliciter une théorie. Alors, c'est ce que font un certain nombre de gens qui essayent d'élaborer une théorie, des concepts, des choses comme ça. Et ensuite, la question... Alors, cette théorie est inspirée, sur cette question précise, doit être inspirée par des données de neurophysiologie, l'anatomie, la physiologie du cerveau, etc., par des données de la clinique, que j'ai mentionné, c'est-à-dire
les observations qui ont été faites dans les différentes parties de la neurologie, de la psychiatrie, et doivent être inspirées aussi par les médias, la connaissance empirique ou formulée des spécialistes des médias elles-mêmes. Je donne un exemple. Dans le domaine de la danse, les danseurs ont sur le corps humain, sur l'interaction, des connaissances empiriques extraordinaires qui sont formulées dans les méthodes de natation. Dans le sport, il y a un corpus de connaissances. Dans le cinéma, moi, un de mes étudiants un jour a amené ici un livre qui est le livre avec toutes les règles du cinéma, sur les plans, etc. Il y a 200 ou 300 règles. Et nous avons beaucoup lu ces règles. Donc la théorie peut s'inspirer, disons, de l'ensemble des connaissances, et on construit une théorie. Chacun la construit à sa façon, voilà la démarche scientifique normale. Et puis ensuite, quels sont les outils ou les méthodes qui permettent de vérifier tel ou tel aspect de ces composants, attention, présence, engagement. Eh bien, d'abord, il y a certainement la mesure subjective chez l'homme, chez le sujet, l'homme ou la femme, il ne faut pas oublier les femmes, des ressentis, des actions, des effets du travail dans le monde virtuel sur la physiologie, la conception, le ressenti, l'expression, y compris d'ailleurs, vraisemblablement avec des linguistes. Moi, je commence à travailler sur les questions de l'espace avec des linguistes. Il y a très très peu de coopération avec des linguistes. Donc on peut mesurer les émotions, le ressenti, les fonctions cognitives. Donc déjà, engager un sujet dans un monde virtuel et faire ce qu'on peut pour cela. Deuxièmement, on peut manipuler dans le monde virtuel, et c'est ça la puissance aujourd'hui, je pense, des mondes virtuels, c'est la capacité qu'ils nous offrent de manipuler des éléments du monde. C'est-à-dire en fonction de la théorie, on se dit il y a tel aspect qui va être influent sur la présence, attention, et à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on peut aller manipuler dans le monde virtuel tel paramètre, le lieu, la surface, la lumière, les objets, la sémantique, la signification, le symbole, etc. Première question dans lesquelles on est quand même encore dans le sujet seul par rapport. Et puis, on peut faire la deuxième étape, on peut franchir le miroir et donner au sujet des avatars, ces avatars étant identiques ou non à lui. Et donc là s'ouvre tout le champ des avatars dans lesquels s'ouvre. Et c'est d'autant plus intéressant que ce sont des questions qui sont posées aujourd'hui, qui moi m'ont été posées par exemple l'EDF au sujet des centrales nucléaires il y a 15 ans, 20 ans. La question était, par exemple, il n'est pas question d'aller dans la centrale nucléaire pour entraîner les ingénieurs à manipuler, à réparer des choses. Il faut utiliser la réalité virtuelle et donc on va prendre des avatars. Quel est l'intérêt de prendre l'avatar par rapport à la vision dite subjective, mais aussi quelle est la meilleure façon de représenter l'avatar. Est-ce qu'il suffit que ça soit un personnage artificiel? Est-ce qu'il faut que ça soit une copie d'un vrai personnage en train de faire l'action, c'est-à-dire prendre dans le cinéma? Ou est-ce qu'il faut construire, comme on le fait aujourd'hui grâce au développement du numérique, des avatars qui ressemblent plus ou moins à moi? Donc là, il y a toute une méthodologie intéressante. Et ce qu'il y a d'important aujourd'hui, et qui est la raison pour laquelle moi je suis tellement heureux des coopérations que je peux avoir avec les spécialistes de ces domaines-là, c'est qu'il faut pour soi bénéficier à la fois des approches théoriques qui viennent du monde de l'image ou du monde de réalité virtuelle et les confronter à nos propres formulations. Et autrement dit, la méthodologie aujourd'hui n'est pas fixée, elle est en développement. Et c'est ça qui est un très beau sujet de recherche qui devrait intéresser beaucoup plein de jeunes. En quoi aussi l'interface avec les mondes numériques engage
ces facultés de dédoublement. Alors revenons une minute sur quelles sont les hypothèses qu'on peut formuler aujourd'hui sur cette capacité de dédoublement. Parce que si on est capable de le faire, c'est qu'il y a une fonction. Ce n'est pas simplement un mécanisme. C'est une véritable fonction qui, vraisemblablement, sur le plan de l'évolution, a un sens profond, d'être capable de se dédoubler. C'est-à-dire, comme dans l'éthoscopie, les otoscopies, les neuromiroirs et un certain nombre de pathologies, je le rappelle, la propriété que nous avons de nous percevoir en face, ou à côté, ou au-dessus, et d'être bien sûr que c'est nous-mêmes. Alors, moi, je prendrais déjà le rêve. Dans les conférences grand public que je donne, c'est pour ça que je peux le dire, je dis, je fais des cauchemars toutes les nuits. C'est ma vie est faite de cauchemars toutes les nuits, toute ma vie. Les raisons sont identifiables, mais c'est ainsi. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tous ces cauchemars, comme tous nos rêves, sont des expériences vécues complètes. C'est-à-dire, je rate des trains, je manque même des choses horribles, effroyables, un assassin qui arrive avec tout ça. J'ai une deuxième vie complète. Je vole. Je vole pas des sous, mais je vole par monts et par veaux, comme nous le faisons dans l'expérience Devenez Avatar, ici au collège avec nos amis. J'ai même eu tellement volé qu'un jour je me suis réveillé et que j'ai eu envie d'essayer. À tel point, c'est des rêves au moment du réveil, pour montrer à quel point mon corps était, mon double était impliqué. J'avais vraiment l'impression que j'allais essayer. Heureusement, je n'ai pas fait. Alors, ceci est possible parce que nous avons dans notre cerveau un double de nous-mêmes. C'est-à-dire, pendant le rêve, le cerveau est complètement déconnecté du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entrée sensorielle. Interprétée. Il y a la capacité de reconstruire. Et nous avons dans le cortex temporopariétal, ici, des structures nerveuses, c'est-à-dire des réseaux de neurones, qui ont construit un véritable schéma corporel. Mais c'est plus qu'un schéma corporel. Ce n'est pas simplement un schéma du corps, c'est un véritable double de nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un ensemble de structures qui, quand on la stimule, donne au cerveau cognitif l'impression d'être le corps. Et c'est ça ce qui est pas en rêve. Alors cette structure-là, elle est en interaction avec d'autres structures, le long du lobe temporal, qui sont la mise en relation avec l'espace, et qui, quand on les stimule, donnent ces impressions de otoscopie, éthoscopie, etc. Et par conséquent, nous avons un double de nous-mêmes qui est en relation avec toutes les autres structures du cerveau et qui peut être donc sollicité, impliqué dans des mises en jeu de tous ces circuits mémoriels et autres. Voilà. Et je vous rappelle aussi que Walter Penfield, le grand neurologue de Montréal, avait montré que chez les patients épileptiques, en faisant une stimulation électrique d'une zone du cortex médio-temporal, c'est-à-dire là, médial, temporal mais profond, le sujet, le malade, pouvait dire tout d'un coup « Ah, mais j'ai l'impression que je suis avec ma mère sur une banquette, etc. » Ou bien « Ah, mais je me souviens que j'ai l'impression que je prends l'autobus. » Penfield avait appelé ça les hallucinations expérientielles, c'est-à-dire que même si nous avons un double de nous-mêmes ici, ce double de nous-mêmes somatosensoriel en partie peut être mis en relation avec les zones mémorielles pour produire ce qui se passe dans le rêve, c'est-à-dire complètement simulé, complètement en dehors du monde, un deuxième nous-mêmes. Alors, d'où l'hypothèse que peut-être, le double dans le monde numérique et la capacité
extraordinaire que nous avons nous projeté, parce que là c'est un fait. C'est un fait qui vient des spécialistes du monde numérique. C'est-à-dire, ils viennent nous voir, ils sont venus nous voir en nous disant, écoutez, c'est quand même incroyable. Quand on a un avatar ou qu'on a une image de soi dans le monde numérique, on se sent dédoublé. Donc le fait qu'on ait dédoublé dans les mondes numériques, c'est un fait d'observation qui nous est venu de la communauté et qui est venu interroger. Et c'est à cette frontière entre ces deux choses que se situe actuellement là le questionnement, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant et que nous essayons de construire des paradigmes nouveaux qui essayent peu à peu d'étudier les différentes composantes de cette affaire. Alors sur ces problématiques-là, à la suite d'une quinzaine d'années d'études sur ces questions des mondes virtuels, j'ai actuellement 3 projets absolument passionnants. Le premier projet est celui que nous avons engagé avec François Garnier à l'ENSAD sur les musées virtuels et sur la question de comprendre non pas seulement comment on est présent dans le monde virtuel, mais comment, en créant un avatar de soi, 2 personnes peuvent avoir le sentiment que les 2 avatars ont véritablement une relation sociale. Puisqu'il a été observé dans des manips de musées virtuels par François Garnier que 2 avatars qui regardaient un même tableau étaient perçus par les 2 auteurs de ces avatars comme étant vraiment en interaction sociale. Donc ce n'est pas simplement de la présence, c'est de la coprésence dans les mondes virtuels. Est-ce que c'est par l'action, le langage? Le deuxième projet, c'est celui que nous menons avec Étienne Pérény et Étienne Armand Amato, actuellement au Collège de France, c'est Devenir Avatar, qui permet de prendre une image d'un sujet de dos, d'incruster cette image dans un paysage dans lequel on le fait voler au sens voler, et par conséquent de créer une dissociation entre son corps réel dans le monde réel et le corps perçu en train de voler dans le monde virtuel. Et nous étudions ensemble, et nous essayons d'étudier ensemble quels sont les mécanismes physiologiques qui accompagnent finalement cette dissociation entre 2 façons finalement de vivre le corps perçu dans le monde réel et dans le monde virtuel autour de la problématique qu'ils ont formulée dans leur livre. Et puis le troisième projet est celui qui lui n'est pas un projet scientifique uniquement, mais un projet plutôt artistique, puisque le projet avec François Garnier était à la fois artistique, mais il était pour les médias et scientifique. Le projet avec Étienne Pérény et Étienne Armand Amato a une vocation dans le domaine de l'image ou de l'art, en quelque sorte, et une vocation scientifique pour éventuellement donner des paradigmes pour les patients. Là, il s'agit d'une coopération avec Claire Sistac et Soisic Sanson, qui se sont immergés dans Second Life, avec 2 avatars qui sont devenus des jumeaux. C'est-à-dire elles ont créé une jumellité artificielle, chacun faisant une chose, l'autre devait faire la même chose grâce à des méthodes informatiques. Et c'était extrêmement intéressant d'essayer de voir à la fois comment existaient ces 2 créatures, mais aussi la répercussion sur les 2 sujets. Parce que l'enjeu dans tout ça, c'est d'essayer de comprendre quelle est la répercussion éventuellement de la vie collective dans ces mondes virtuels, y compris pour les jeux vidéo, sur le cerveau. Et tout cela m'intéresse énormément aujourd'hui, puisque un certain nombre de jeunes vivent dans ces mondes plusieurs heures par jour avec 1, 2, 3, 10 avatars. Il y a un problème de dépersonnalisation, il y a un problème d'identité multiple, qui sont des problèmes sociétaux au-delà, et de psychiatrie aussi, au-delà des questions purement techniques ou physiologiques.